Donc bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de son web café juridique mensuel, notre CAPEB de l'Aube vous propose ce mois-ci de faire un point sur la thématique des arrêts de travail. Compte tenu du statut de nos adhérents qui sont, bien que tous artisans, parfois employeurs, parfois auto-entrepreneurs, nous avons choisi de mettre en lumière aussi bien les arrêts de travail qui concernent les salariés que ceux qui visent les travailleurs indépendants eux-mêmes. Alors, comment s'articulent les arrêts dérogatoires liés à la Covid? Quelles sont les démarches, les formalités pratiques à entreprendre afin de respecter les obligations de déclaration et d'obtenir l'indemnisation correspondante? Comment faire face à la poursuite d'activités lorsqu'un salarié, ou encore plus grave, un travailleur indépendant, est confronté à des problèmes de santé sévères qui peuvent mettre en péril sa situation même au sein de l'entreprise? Pour vous exposer l'ensemble de ces données pratiques et vous détailler l'accompagnement qui existe, auquel vous pourriez recourir, nous faisons appel aujourd'hui à la CPAM de l'Aube. Nous recevons simultanément donc 3 interlocutrices, chacune spécialisée dans un domaine, à savoir Nadège Meh, Christine Corus et Aïssatou Diawara. Bonjour à vous, merci pour votre participation. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, nos entreprises connectées pourront poser leurs questions par écrit, qui seront traitées soit en cours de visio si elles ont un rapport direct avec l'exposé, ou soit peut-être dans une partie finale pour une raison de fluidité du récit. Voilà, ceci étant présenté, je vous cède la parole. Bonjour, donc je me présente, je suis Madame Diawara Aïssatou de la CPM de l'Aube, je suis déléguée à la relation entreprise et j'ai ma responsable, Madame Christine Corus, qui est responsable du pôle risque professionnel, donc accident du travail, maladie professionnelle, et également du service prestations en espèces qui nous assiste. Et je laisse ma collègue Madame May se présenter, qui va intervenir également. Merci. Merci Aïssatou. Donc bonjour, je suis Nadège May, je suis référente technique prestation au sein de la CPAM de l'Aube. Donc pour être plus précise, moi je traite au quotidien donc les arrêts de travail des salariés et des travailleurs indépendants. Donc l'enregistrement des arrêts de travail, l'étude des droits, le paiement des indemnités journalières. Donc moi je vais pouvoir apporter un point de vue plus technique concernant tout ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc moi, je vais commencer à vous présenter l'avis d'arrêt de travail dérogatoire concernant tout ce qui est relatif au Covid. Donc là, ce que je vais vous présenter, ça concerne l'actualité que nous avons actuellement, sachant que toutes les informations qu'on peut vous présenter peuvent évoluer au quotidien en fonction de l'actualité et de l'évolution de la maladie. C'est la problématique actuelle, c'est d'avoir Voilà, quelque chose d'assez stable, c'est assez compliqué. voilà, tout à fait. Sachant que, les consignes évoluent, tous les jours, sachant que, en fonction de ce qui est annoncé par le gouvernement, donc nous devons être, très réactifs et s'adapter donc à toutes les nouveautés qui peuvent, se présenter. Donc sur cette première slide, donc je vais vous, expliquer donc les arrêts dérogatoires concernant les travailleurs salariés. Donc sur, la partie de gauche, donc là, ce qu'on va voir, c'est, les situations qui ne sont pas prises en charge par, l'assurance maladie. Elles sont concernées par l'activité partielle. Donc c'est les situations ou par le télétravail. C'est des situations dont, lorsque le parent donc ne peut pas, travailler, puisque, son enfant, qui est scolarisé ne peut pas se rendre à l'école, puisqu'il doit être, isolé. Ça concerne aussi donc les personnes, vulnérables, qui doivent s'isoler, par rapport à certaines, pathologies. Les autres situations qui se trouvent, donc à droite, donc peuvent être prises en charge par l'assurance maladie, donc uniquement si le télétravail est impossible. Donc le premier cas, ça va être les déplacements pour, motif impérieux. Donc ça concerne les voyageurs qui doivent s'isoler suite à un déplacement entre le territoire métropolitain
et un pays étranger, hors Union européenne et les DOM-TOM. Il y a la situation des cas contacts, lorsque la personne est identifiée par un patient zéro et alertée par l'assurance maladie. La situation du patient zéro, qui est détectée par un professionnel de santé. Donc le patient zéro, c'est la personne qui est atteinte du Covid-19, et le patient symptomatique, donc ça va être la personne qui a des symptômes, qui doit s'isoler pour pouvoir se tester au plus vite pour savoir si elle est atteinte ou non du Covid. Donc, dans nos entreprises du BTP, on est, j'allais dire, peut-être concerné par toute cette partie de droite, parce qu'on sait très bien que le télétravail sur les chantiers, il est guère, Oui, guère oui, tout à fait. possible. Donc là, c'est vrai que par rapport à toutes ces déclarations d'arrêt de travail, donc à chaque fois, on demande de confirmer que la personne ne peut pas télétravailler. Mais effectivement, hein, par rapport au BTP, le télétravail semble très difficile à mettre en place. Alors concernant donc les travailleurs indépendants, donc là, tout peut être pris en charge par l'assurance maladie. Donc les situations donc de motifs impérieux, cas contact, patient zéro, patient symptomatique. Aussi, bah, les personnes qui doivent s'isoler quand elles sont personnes vulnérables, ou lorsque leurs enfants ne peuvent pas se rendre à l'école puisqu'ils doivent s'isoler. Au niveau de ce tableau, donc c'est un tableau récapitulatif des démarches en fonction de la situation et du statut professionnel de l'assuré. Donc là, pour la première situation, lorsque la personne est vulnérable ou en garde d'enfants, donc concernant le salarié et l'employeur, donc là, au niveau de l'assurance maladie, il n'y a rien à faire puisque c'est pris en charge par le dispositif du chômage partiel. Par contre, donc le travailleur indépendant, s'il est dans cette situation, il se connecte sur le site Déclare Amélie pour déclarer son arrêt de travail, et l'assurance maladie lui enverra un certificat d'isolement. Petite question, parce que je vois déclare.amélie, il y a un accent sur le « et » quand on tape ou pas? Non, 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 il n'y a pas d'accent. D'accord, Euh, d'accord, c'est un petit juste, peu plus ok, loin sur le diaporama, il y a le lien pour aller sur ce site. d'accord. Concernant le déplacement pour motif impérieux, donc là, ça concerne le salarié, l'employeur et le travailleur indépendant. À son retour, donc, il doit s'isoler pendant 7 jours et pouvoir réaliser le test. Pour la déclaration, donc pour le salarié, c'est l'employeur qui va faire la déclaration sur le site Déclare Amélie à la reprise de travail de son salarié. Et pour le travailleur indépendant, c'est le travailleur indépendant qui fait cette déclaration directement sur le site Déclare Amélie. L'employeur, pour que son salarié puisse bénéficier d'indemnités journalières, doit réaliser l'attestation de salaire. Pour la situation de cas contact, donc là, c'est lorsque la CPAM donc, a fait un signalement par mail ou par SMS donc, au salarié ou au travailleur indépendant pour l'alerter sur le fait qu'il est cas contact. Donc le salarié ou le travailleur indépendant se déclare lui-même sur le site Déclare Amélie, et le salarié remet le certificat d'isolement à son employeur. C'est la CPAM donc qui envoie par courrier aux salariés et aux travailleurs indépendants le certificat d'isolement. L'employeur, à réception de ce certificat d'isolement, réalise l'attestation de salaire pour que son salarié puisse bénéficier d'indemnités journalières. Lorsque le patient est donc identifié comme atteint du Covid, donc le salarié ou le travailleur indépendant est contacté directement par la plateforme de service tracing qui envoie par courrier le certificat d'isolement. Le salarié remet le certificat d'isolement à son employeur, et comme ça, l'employeur peut réaliser l'attestation de salaire.
Lorsque le patient est symptomatique, donc il a des symptômes, il doit s'isoler pour pouvoir se faire tester au plus vite. Donc le salarié ou le travailleur indépendant se connecte sur le site Déclare Amélie pour pouvoir réaliser sa déclaration d'isolement en 2 étapes. Le premier jour, c'est lorsqu'il a les symptômes et lorsqu'il reçoit donc les résultats de son test, il retourne sur le site Déclare Amélie pour, finaliser son arrêt de travail. Il imprime lui-même son certificat d'isolement. Et du coup, le salarié doit le transmettre à son employeur pour qu'il puisse réaliser donc, l'attestation de salaire. Donc concernant tous ces arrêts de travail, ils sont indemnisables sans condition d'ouverture, de droit et sans carence. Une précision à apporter concernant le motif, Covid, donc les assurés qui sont atteints de Covid, la disposition, concernant la neutralisation de carence est applicable uniquement depuis le 10 janvier 2021 suite à la parution d'un décret. Concernant les salariés, suite à la parution de ce décret, tous les arrêts dérogatoires bénéficient d'un complément de salaire versé par l'employeur sans condition d'ancienneté. Cette mention a été ajoutée sur le certificat d'isolement. Au niveau des modalités de calcul de l'indemnité journalière par l'assurance maladie, donc elles sont réalisées selon les conditions habituelles. Il n'y a pas des conditions particulières par rapport à ces arrêts de travail dérogatoires. Donc là, sur la slide suivante, donc on a mis les liens utiles. Donc il y a la ligne directe concernant la plateforme Tracing qui permet de répondre aux questions des assurés se questionnant sur le parcours de soins en lien avec la Covid-19. Il y a le lien vers le site Amélie où vous retrouvez toutes les consignes concernant chaque situation au niveau des arrêts dérogatoires. Et il y a le site Déclare Amélie qui permet donc en fonction de chaque situation de faire les déclarations. Mais pour chaque situation, c'est vraiment très bien expliqué concernant les durées des arrêts et les démarches à réaliser. Ah ben, c'est très bien pour nos adhérents, ça. Oui. Et pour les autres. Oui, oui, oui. En espérant ne pas en avoir besoin, hein, puisque l'objectif, Oui. c'est de pouvoir se sortir de tout ça. Merci Nadège. Je vous en prie. Donc là, nous allons débuter la présentation sur l'avis d'arrêt de travail des travailleurs indépendants et des salariés. Donc pour ma part, je vais présenter la partie arrêt de travail concernant les salariés et ma collègue Madame May va s'occuper pour la partie travailleurs indépendants. Donc l'objectif de cette présentation est de faire le point sur une réalité de terrain en tant que salarié, donc au niveau des démarches, toujours faire un rappel d'informations et lever certaines zones d'ombre, que ce soit plus clair et plus limpide pour vous faciliter les démarches au niveau de l'assurance maladie. Donc là, avec ce petit sommaire, donc on va reprendre les démarches pour transmettre un avis d'arrêt de travail qui est la base en version papier et version en ligne. Ma collègue va présenter l'indemnisation des travailleurs indépendants. Ensuite, nous allons décrire l'indemnisation des salariés, les démarches de l'employeur en cas d'arrêt de travail et revenir sur l'attestation de salaire. Quelques points pertinents. Dans l'avis d'arrêt de travail, donc dès le départ, il faut signaler que la démarche elle est identique autant pour un travailleur indépendant que pour un salarié. Les documents à transmettre à l'assurance maladie, ce sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire que là, le document papier, on vous a remis le reflet de ce que vous avez l'habitude de recevoir. Et donc, ce document-là est à transmettre dans les 48 heures. Donc là, ce document qui est à transmettre aux 48 heures, il y a plusieurs volets. Donc, le premier volet et le deuxième volet sont à transmettre à l'assurance maladie. En effet, le service médical se trouvant dans nos locaux, donc, il faut directement transmettre les deux volets auprès de l'assurance maladie de l'Aube, qui après s'occupera de faire le distinguo auprès du service médical qui est soumis au secret professionnel. Et nous allons récupérer notre partie pour le service administratif. Et vous, en tant qu'employeur, vous conservez uniquement le volet 3. Donc, sur ce volet-là, vous allez avoir le tampon du professionnel de santé et forcément, vous n'allez pas avoir le motif médical. Donc, autant l'assurance maladie que nous-mêmes, nous devons avoir ce document dans les 48 heures. Après, il y a un autre type d'avis d'arrêt de travail en ligne. Cet avis d'arrêt de travail donc, est effectué par le professionnel de santé.
Donc là, l'avantage, c'est que c'est sécurisé et que nous le recevons en ligne avec le volet 1, partie médicale, et volet 2, service administratif, directement dans nos logiciels. Donc là, ça permet un gain de temps. Ça permet également une rapidité de traitement de cet avis d'arrêt de travail. Donc là, c'est soumis au bon vouloir du professionnel, du coup. Si le professionnel il n'est pas connecté à ça, c'est lui qui va réaliser, c'est ça? En fait, les professionnels de santé, donc tout le monde n'a pas l'applicatif Espace Employeur pour effectuer ses avis d'arrêt de travail en ligne. Donc, on a des collègues en interne qui œuvrent à ce sujet. C'est juste pour vous présenter les différents types d'avis d'arrêt de travail, en effet. Ceux que les employeurs sont amenés à avoir entre les mains. Donc, il y a la version papier, donc ça qui est d'actualité. Mais là, on déploie de plus en plus cet avis d'arrêt de travail dématérialisé. Oui, Après, mais ce que je veux dire, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui va faire ça non, non, pas du tout. par les transmissions. On est bien d'accord, hein? Non, non, ça, on va y venir après, justement. On va y D'accord, venir pardon. après. Là, cette partie-là, c'est vraiment la partie quand l'assuré va voir le médecin, on lui délivre un avis d'arrêt de travail. Donc, il y a l'avis d'arrêt de travail dans un premier temps, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Après, là, il y a l'avis d'arrêt de travail en ligne, ce que le médecin est amené à faire. D'accord, ok. Et donc, justement, cet avis d'arrêt de travail en ligne, donc là, on vous a bien montré le visuel qui est complètement différent du précédent pour que ce soit plus concret. Donc, ce sont les différents types de documents qu'aujourd'hui, un employeur est amené à avoir pour ses salariés. D'accord. Et donc, justement, ce document-là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit QR code en bas à droite. Donc, c'est un petit document en noir et blanc et c'est le troisième volet que le salarié doit fournir à son employeur. Donc, souvent, les entreprises avaient les 3 volets entre les mains comme la première version, mais là, ce n'est plus du tout le cas. Elles ont juste un seul volet à transmettre à l'employeur et c'est tout. Et nous, on reçoit les autres données en ligne, de manière informatisée, dématérialisée. Et donc, ces 2 documents sont toujours à transmettre dans le délai des 48 heures. Donc là, ma collègue Madame May va vous présenter le principe d'indemnisation des travailleurs indépendants. Alors, donc concernant les travailleurs indépendants, donc une fois que le travailleur indépendant donc, a vu son médecin, donc il envoie donc le volet 1 et 2 donc à sa CPAM pour qu'on puisse donc savoir qu'il est en arrêt et qu'on puisse donc pouvoir débuter l'indemnisation. Donc concernant l'envoi de cet avis d'arrêt de travail, c'est la seule démarche que devra faire le travailleur indépendant. Donc s'il a eu son arrêt de travail versant papier, donc il nous envoie les volets 1 et 2. Si son médecin a fait son arrêt de travail de manière dématérialisée, du coup, le travailleur indépendant n'a rien à nous transmettre puisque c'est son médecin qui s'est occupé de nous envoyer directement son arrêt de travail. Donc concernant le reste, donc là, c'est la CPAM qui s'occupe, de tout. Donc il y a une mise en place d'un web service entre, donc la CPAM et l'ACOS pour qu'on puisse récupérer, les revenus. Comme ça, le travailleur indépendant n'a pas à s'occuper de nous envoyer donc les revenus. Donc dès qu'on reçoit l'arrêt de travail, donc on l'enregistre, on interroge via le web service, donc l'ACOS, pour récupérer les revenus, ce qui nous permet d'étudier les droits, calculer le montant de l'indemnité journalière et on peut faire le versement donc de l'indemnité, des indemnités journalières dès le 4e jour de l'arrêt. Donc il y a les 3 jours de carence et à partir du 4e jour de l'arrêt, on peut verser les indemnités journalières et le point de départ de la carence, c'est le 1er jour de l'arrêt de travail. Donc contrairement donc aux travailleurs, salariés, on n'a pas besoin d'avoir de confirmation de la date du dernier jour de travail. Le point de départ, c'est le 1er jour de l'arrêt de travail. Donc là, les démarches sont très simples par rapport aux travailleurs, indépendants. Donc là, on va voir de plus près les modalités de calcul de l'indemnité journalière. Donc le calcul de l'indemnité journalière va dépendre du statut professionnel du travailleur indépendant. Puisqu'en fonction de son activité, on peut avoir soit un travailleur indépendant qui est une activité, donc un travailleur indépendant statut classique, soit ça peut être un micro-entrepreneur, soit ça va être un conjoint collaborateur. Donc là, les modalités de calcul seront différentes. Donc concernant le travailleur indépendant, donc qui a un statut classique, l'indemnité journalière est calculée sur les revenus cotisés des 3 dernières années civiles avant l'arrêt de travail. Donc, ces 3 années de revenus servent de base de calcul du revenu annuel d'activité moyen. On prend donc ce revenu d'activité annuel moyen qu'on divise par 3
pour avoir une moyenne et on divise donc ce RAM, on appelle ça le RAM, par 730, ce qui nous permet d'obtenir le montant de l'indemnité journalière. Donc, bien entendu, chaque année de revenu donc, qui est limité au plafond annuel de la sécurité sociale. Concernant le micro-entrepreneur, donc le principe va être un petit peu différent. Donc, on part de la même base. On récupère donc les 3 dernières années de revenus pour pouvoir calculer le RAM. Par contre, pour que le micro-entrepreneur puisse bénéficier d'une indemnité journalière, son RAM est comparé au seuil de contributivité et il doit dépasser le seuil de contributivité pour avoir droit à une indemnité journalière. Donc là, en 2021, ce seuil de contributivité est de 4 046,40 €. Donc si son RAM est inférieur, il bénéficiera d'une indemnité journalière à 0. Si son RAM est égal à ce montant-là ou s'il est supérieur, donc là, on prendra son RAM, on pourra le diviser par 730 pour obtenir le montant de l'indemnité journalière. Concernant le conjoint collaborateur, donc là, il n'y a pas de calcul, c'est un forfait qui correspond donc à un 730e de 40% du plafond annuel de la sécurité sociale. Et en 2021, ce forfait journalier est de 22,54 € brut. Donc, tout comme les salariés, les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux. Donc, au niveau donc, de la CRDS, 0,5% et au niveau de la CSG, 6,2%. Au niveau donc de toutes les informations concernant l'indemnisation des travailleurs indépendants, donc on vous a mis le lien vers le site amélie.fr où tout ce que je vous ai indiqué là sont bien expliqués. Donc là, après la partie indemnisation des travailleurs indépendants, donc on va aborder la partie indemnisation salariée, les démarches de l'employeur. Que doit-il faire en cas d'avis d'arrêt de travail? Donc, une fois que l'avis d'arrêt de travail est transmis, que ce soit papier ou version en ligne, l'employeur, dès qu'il a connaissance d'un avis d'arrêt de travail qui est transmis dans les 48 heures normalement, doit effectuer une attestation de salaire. Et l'attestation de salaire, c'est grâce à ce document qu'on va pouvoir étudier la situation du salarié. Et pour cette attestation de salaire, il y a différents modes d'envoi. Donc, ce mode d'envoi peut être fait via le site Net Entreprise. Donc, c'est un site de déclaration sociale gratuit. Pas besoin d'installation nécessaire, uniquement une connexion Internet. On va sur ce site où on peut faire les attestations de salaire en ligne de manière dématérialisée. Ensuite, il y a un autre mode d'envoi, c'est à partir du logiciel de paye de l'entreprise. Donc, ce logiciel de paye peut éditer cette attestation de salaire papier ou bien l'envoyer via la DSN. Aujourd'hui, donc la DSN, qui est la déclaration sociale nominative, qui est un nouveau mode d'envoi obligatoire au niveau des attestations de salaire, sécurisées, et les données sont issues du logiciel de paye. Et donc, ce sont des données qui sont fiables. Et pour finir, l'ancien mode d'envoi, les attestations papier, courrier, avec les délais de traitement qui vont avec. Alors, si je me permets juste de rebondir sur ce que tu as dit, Essatou, ce que je voudrais rajouter par rapport, d'un point de vue technique, au niveau des avantages de la dématérialisation, c'est lorsque l'attestation de salaire est réalisée via Net Entreprise ou via le logiciel de paie, l'attestation est reçue en CPAM dès le lendemain et elle est traitée dès le lendemain, ce qui est un gain de temps énorme par rapport au mode d'envoi papier. Donc justement, par rapport à la précision de Madame Nadejmé, on va revenir dessus par rapport au délai de traitement. Donc après l'explication justement de l'attestation de salaire, après on va revenir par rapport au délai de traitement et les suivis du dossier. Donc là, pour expliquer ce document d'attestation de salaire que nous recevons par différentes voies, que ce soit papier, via Net Entreprise ou via la déclaration sociale nominative, donc à partir d'un logiciel de paye. Donc cette attestation de salaire qui doit être transmise par l'employeur dès le début de l'arrêt. Donc il faut savoir qu'elle doit être effectuée dès la réception du volet 3. Donc, c'est-à-dire que dès que l'employeur reçoit l'avis d'arrêt de travail, le volet 3, il doit effectuer cette attestation de salaire. Plus vite elle est faite, plus vite l'employeur ou l'assuré est réglé. Pourquoi? Parce que c'est sur cette base d'information, ce document qui est très important, qu'on peut savoir si le salarié peut prétendre aux indemnités journalières.
Donc, ce n'est pas parce qu'un salarié aujourd'hui est en avis d'arrêt de travail que forcément il y a une indemnisation. C'est-à-dire que grâce à ce document, nous allons calculer, donc ça s'appelle l'ouverture de droit. On va faire une étude, savoir si le salarié a assez cotisé. Donc, c'est-à-dire que si le salarié a assez cotisé, il aura droit à une indemnisation. S'il n'a pas assez cotisé, malheureusement, il ne pourra pas prétendre aux indemnités journalières. Est-ce que c'est le cas, je reviens sur 2-3 slides auparavant, où on disait que le calcul était fait en fonction des 3 dernières années. Si c'était le cas du travailleur indépendant, si il a travaillé que, on va dire, que 2 ans, est-ce que du coup, il n'aura pas de droit ou est-ce que les calculs du coup seront faits sur les 2 ans qui ont précédé? Alors, il y a 2 choses à voir. Donc il y a le calcul de l'indemnité journalière et il y a les conditions d'ouverture de droit. C'est vrai que pour les conditions d'ouverture de droit, je ne les ai pas précisées, mais pour un travailleur indépendant, il faut qu'il ait ce statut depuis au moins 12 mois. Donc D'accord, s'il a 12 mois, d'affiliation en tant que travailleur indépendant, il peut bénéficier d'indemnités journalières. S'il n'a pas les 12 mois, donc il ne pourra pas bénéficier d'indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant, mais il existe d'autres modalités en fonction, des modalités de maintien de droit, de l'activité précédente. Donc là, je ne peux pas rentrer dans le détail puisque c'est très complexe, oui, d'accord. mais Non, c'est juste pour bon, donner un voilà. peu d'accord. Et OK. par rapport au calcul, donc effectivement, la base, c'est les 3 dernières années. Mais si, bien entendu, le travailleur indépendant a commencé, ça fait qu'1 an et demi qu'il est travailleur indépendant, donc le calcul de son, RAM sera proratisé par rapport à son début d'activité. D'accord. Donc là, Merci. l'objectif, c'est OK. de ne pas le pénaliser dans le montant de son indemnité journalière. Merci pour ces précisions. Donc là, en effet, Monsieur Choubaud, votre question est très pertinente parce que là, pour la partie salariée, donc quand en effet j'évoquais la partie cotisation, et on peut aussi parler de nombre d'heures de travail. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, il faut qu'il effectue 150 heures d'heures de travail sur les 3 précédents mois de salaire. Et D'accord. justement, sur cette attestation de salaire, il y a certains éléments importants, nous, pour le traitement du dossier, c'est-à-dire la date de dernier jour de travail. Cette date de dernier jour de travail, c'est un point très important car c'est le point de départ pour déterminer les salaires de référence. Et ces salaires de référence, c'est en fonction de cette date de dernier jour de travail, on va remonter les 3 précédents mois dans le cadre d'un arrêt maladie. Là, en tout cas, on est sur le cas d'un arrêt maladie. Et c'est également le point de départ de la carence, c'est-à-dire la carence, c'est les 3 jours pour lesquels l'assurance maladie effectue aucun règlement. Et ce point de départ de la carence, c'est aussi la date de dernier jour de travail, c'est-à-dire que si l'assuré a un avis d'arrêt de travail le premier et qu'il a travaillé le premier, la carence interviendra que le lendemain. Ma collègue va revenir dessus tout à l'heure. Et donc, par rapport au montant des indemnités journalières, donc, on effectue une moyenne de 50% sur ces 3 précédents mois de salaire, diminué de la CSG-RDS, ce qui donne justement l'indemnité journalière nette donc, que le salarié va percevoir. Et donc là, dans la slide suivante, Madame May va vous expliquer cette notion de date de dernier jour de travail qui est très importante. Très bien. Donc au niveau de la date du dernier jour, de travail, donc la règle générale, c'est la veille de l'arrêt de travail, que, le salarié ait travaillé ou non. Donc la veille de l'arrêt de travail, cette date de dernier jour de travail doit être positionnée à la veille. Si toutefois le salarié a travaillé le premier jour, de son arrêt, donc admettons il est allé travailler, le soir il se sentait pas bien, il est parti voir, son médecin. Donc dans ce cas-là, la date de dernier jour de travail, ce sera le 1er jour de son arrêt. Donc au niveau donc de cette notion de veille de l'arrêt de travail, donc admettons vous avez votre salarié qui est en congé payé et qui tombe malade pendant son arrêt de travail, la date du dernier jour de travail sera également la veille de son arrêt de travail. Heu, donc là, c'est la règle générale, ce que je vous présente. Après, il existe d'autres situations. Si votre salarié est en congé parental, s'il était à temps partiel thérapeutique. Donc là, on a une fiche, une notice explicative qui rentre dans tous les détails pour toutes les situations. Donc là, si vous le souhaitez, on peut vous le mettre à disposition pour que vous puissiez avoir connaissance de toutes ces informations.
Comme ma collègue a précisé, cette date de dernier jour de travail est très importante puisque c'est le point de départ pour déterminer donc la période de référence pour l'étude des droits et pour le calcul de l'indemnité journalière. Donc si, lorsque nous, agents, de la CPAM, on reçoit l'attestation de salaire et qu'on se rend compte que cette date de dernier jour de travail n'est pas conforme, donc admettons, elle n'est pas positionnée à la veille de l'arrêt de travail, mais elle est positionnée quelques jours avant. Donc là, on va devoir, on ne pourra pas accepter l'attestation de salaire, on va devoir, rejeter l'attestation de salaire pour vous rappeler en tant qu'employeur, la règle concernant la date de dernier jour de travail et vous demander de réaliser une attestation de salaire conforme à la réglementation. Donc en fait, si je comprends bien, le dernier jour travaillé, on va considérer que c'est un jour calendaire et non un jour, ouvrable. Puisque je vois dans votre exemple de gauche que le dernier jour travaillé est le dimanche. Si le salarié n'a pas travaillé le dimanche, on considère quand même que son dernier jour travaillé, c'est le dimanche. C'est ça, en fait, la date de dernier jour de travail, ça porte ce nom-là, mais c'est pas forcément la date de dernier jour de travail La date réelle. qui précède, en fait. Voilà, c'est ça. La règle, en fait, c'est la veille, de l'arrêt de travail, D'accord, sauf si le salarié a travaillé ce jour-là. Donc effectivement, la date de dernier jour de travail indiquée sur l'attestation de salaire peut très bien être un dimanche, si son d'accord. arrêt de travail débute le lundi. Merci. Et également une précision, c'est-à-dire que ce document d'attestation de salaire est à faire uniquement au début de la vie d'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des prolongations d'arrêt, il ne faut surtout pas en faire d'autres. C'est-à-dire que nous, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est le point de départ pour étudier la situation du salarié, voir si on peut l'indemniser ou pas. Après, s'il reçoit des prolongations d'arrêt, on aura déjà étudié sa situation au départ. Donc, je vous donne une astuce pour ne pas travailler trop, c'est-à-dire pour éviter de refaire des documents supplémentaires. Donc, voilà. Donc, justement, tout à l'heure, quand ma collègue, Madame May, le précisait, par rapport au suivi des attestations de salaire, donc faites sur notre entreprise ou via même la déclaration sociale nominative, on va y venir après. Aujourd'hui, une entreprise va faire une attestation bien-être entreprise. Elle va se connecter, le document papier, donc en se connectant sur le site Net Entreprise, elle aura différents champs à remplir qui seront le reflet de cette attestation. Donc l'avantage justement, c'est qu'elle pourra le faire en ligne tranquillement et avoir un suivi de dossier. C'est-à-dire que une fois que l'attestation est transmise, immédiatement l'entreprise ou le cabinet comptable, tout dépend de l'organisation du travailleur indépendant, va recevoir un accusé de réception logique de suite. Donc, cet accusé de réception logique, donc là, en effet, je vous ai montré un visuel qui montre bien qu'on va recevoir l'attestation ou bien qu'elle va être rejetée pour X raisons. Par exemple, le cas d'un apprenti qui n'est pas enregistré dans nos bases, un cas classique, qui peut être, par exemple, rattaché sur le dossier des parents. Mais dès le départ, il y aura un accusé de réception logique qui sera accepté ou refusé. Si l'accusé de réception logique est accepté, ensuite, il y a le compte-rendu. Et le compte-rendu est généré par le service d'indemnité journalière, prestation en espèces, qui est en charge de traiter les attestations que nous recevons de manière dématérialisée. Et ce compte-rendu, en effet, qui est généré par mes collègues techniciens, va être généré en fonction de la charge de travail et au moment de traiter le dossier. Donc, ce compte-rendu peut être généré, on va dire, peut-être au bout de 48 heures, 24 heures, ou même au bout d'une semaine. Ça dépendra, en fonction de notre charge de travail. Surtout qu'actuellement, elle est conséquente au sein du service. Et donc, ce compte-rendu, il faudra être vigilant parce qu'il n'y aura pas forcément le nom du salarié. Il y aura le SIRET de l'entreprise, il y aura le numéro de sécurité sociale de l'assuré concerné et en bas, il y aura un petit commentaire de la part du technicien. Donc, soit ce compte-rendu peut être accepté ou rejeté. Donc, s'il est rejeté, il y aura un motif d'explication, donc ce qui permettra d'avoir un suivi en ligne de cette attestation de salaire faite via Net Entreprise. Et également, l'avantage, en bas, vous avez une adresse mail dédiée aux attestations de salaire en ligne et même pour communiquer avec le service. Donc dès lors où ça va être rejeté, j'allais dire, c'est pas un rejet forcément définitif. L'employeur peut revenir, enfin, pour compléter sa déclaration initiale. Oui, il peut en refaire une. D'accord, Il y a même X possibilités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'employeur peut en refaire une en cochant rectificative. d'accord. Donc, pour ce faire, au sein de l'assurance maladie, je suis là pour accompagner dans cette démarche, pour les aider à faire ces documents en ligne.
Et donc, justement, par rapport à votre public, ce sont des documents soit qui sont faits localement, par une secrétaire, par un comptable, par une femme d'artisan, ou bien qui peut être fait par un cabinet comptable. D'accord. Ensuite, ces attestations qui sont transmises en ligne peuvent également être faites via la déclaration sociale nominative qui émane du logiciel de paye. Et donc, ces attestations, donc cette fois, ce suivi se fait via un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord peut être visualisable soit à partir du logiciel, de l'entreprise, soit directement en se connectant sur Net Entreprise, tel que là, vous avez un visuel. Et donc, ces déclarations sociales nominatives, de toute manière, maintenant, sont obligatoires versant URSSAF pour la transmission des cotisations. Après, nous, au niveau de l'assurance maladie, elle se caractérise par la déclaration de signalement d'événements. Et nous, c'est grâce à ça que nous recevons, c'est des attestations de salaire pour la partie CPAM. Et donc, là, on peut voir si les flux sont acceptés, on peut voir s'ils sont conformes. Donc là, vous avez également un suivi de dossier. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit lien YouTube qui vous permettra d'avoir une petite vidéo de quelques minutes vous expliquant clairement comment visualiser ce tableau de bord. Donc là, il est vrai qu'on a vu le suivi des attestations de salaire, mais également à la fin, le suivi des règlements. Donc une fois que l'attestation est transmise. Et là, l'avantage pour le suivi des règlements, donc il y a deux cas de figure. Pour les travailleurs indépendants, donc sur le compte Amélie, parce que c'est eux qui vont recevoir les indemnités sur leur compte bancaire, sur leur dossier personnel, et également le règlement des indemnités journalières non subrogées. Donc non subrogées, c'est-à-dire les indemnités journalières qui sont versées sur le compte bancaire des salariés. Donc sur leur dossier propre, compte Amélie peuvent visualiser le règlement. Et pour finir, donc pour le suivi des règlements, sur Net Entreprise, ou même la DSN également. Donc, pour le suivi des indemnités journalières qui sont versées sur le compte bancaire de l'entreprise, vous pouvez les visualiser sur le site Net Entreprise. Donc, en se connectant sur Net Entreprise, en ayant accès au service de bordereau de paiement des versements des indemnités journalières, vous pouvez visualiser ce qui est versé sur votre compte bancaire quand l'entreprise demande à ce que l'assurance maladie lui verse ses indemnités journalières en cas de maintien de salaire. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez visualiser ces indemnités par numéro de sécurité sociale, par journée comptable. Donc, il y a une visibilité complète. Donc là, après l'avis d'arrêt Est-ce que vous avez des questions particulières, Monsieur Chauveau? Bah, écoutez, non, moi je trouve que vous rendez passionnant ce qui pourrait être un peu compliqué, donc c'est très bien. Bon, après, c'est pas forcément à moi de juger, mais c'est vrai que si j'arrive à comprendre, ça sera d'autant plus facile pour moi aussi de répondre à nos adhérents quand ils me posent des questions. Je sais pas. C'est très clair, nous dit Emeline Bourgeois. Merci. Bon, ben, a priori. Merci. Après, il est vrai que l'avantage, c'est que Madame May a un aspect a posteriori très technique et très précis de la manière dont on reçoit les éléments vers son entreprise. Après, il y a toujours des accès d'amélioration. Et moi, pour ma part, j'arrive avant. J'ai une réalité de terrain qui permet justement de vous montrer concrètement comment ça se passe de la part de l'employeur et de la part de l'assuré. C'est-à-dire aujourd'hui, l'assuré, les devoirs d'information qu'il a vis-à-vis de l'entreprise et également l'entreprise, les démarches qu'elle doit faire envers son salarié correctement au niveau de l'assurance maladie. Voilà, donc là, ça qu'on recherche, nous, la pratique, voilà, c'est tout à fait. Un peu expliquer à nos adhérents, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il faut faire ça, ou c'est aussi un des aspects. Justement, cette partie attestation de salaire, je reviens sur l'aspect communication vis-à-vis des employeurs, parce qu'on peut être amené, nous, en interne, à recevoir des doublons d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'employeur va avoir une organisation très claire, soit avec un cabinet comptable ou faire l'attestation en ligne. Ça peut arriver et le salarié, ne recevant pas ses indemnités, peut être amené à de nouveau solliciter son entreprise. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des interlocuteurs au niveau de l'assurance maladie qui font un suivi, les documents sont envoyés en ligne. Donc, il n'est pas forcément nécessaire que localement, de nouveau, les documents soient transmis papier.
déjà, ça génère une charge supplémentaire pour l'artisan qui va être obligé de refaire cette démarche en tant que travailleur indépendant. Et également, nous aussi, une surcharge de documents administratifs alors que tout est dématérialisé et d'autant plus sécurisé même. Après, il est vrai qu'on a aussi un délai de traitement avec un contexte particulier. Oui, mais ça Et devient donc ça là, il est parfois. tout à fait. Alors là, il est vrai que par rapport à cet avis d'arrêt de travail, tout ce cheminement de démarche, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est donner une information claire au niveau des entreprises, parce que cet avis d'arrêt de travail peut être de courte durée, longue durée, et c'est là, quand c'est de longue durée, il faut se poser des questions. Et là, c'est la raison pour laquelle on anticipe, en vous donnant cette information, de prévenir de la désinsertion professionnelle, donc la PDP. Donc, cette PDP, pourquoi on vous donne cette information? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une entreprise va être confrontée à la situation où un salarié va être en arrêt de longue durée. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? C'est-à-dire qu'elle perdure, ne serait-ce que déjà dans un premier temps pour le salarié qui est dans une situation médicale particulière, mais également pour l'entreprise qui, d'un point de vue effectif, il faut qu'elle fasse face à une activité. Donc, c'est là que nous avons le service social qui intervient auprès des assurés qui peuvent être confrontés à cette problématique de santé. Et donc, cette problématique de santé intervient donc, dans le cas d'arrêt de travail de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Et justement, le but, c'est pour ces salariés qui ne risquent de ne pas pouvoir reprendre leur activité professionnelle à l'issue de cet arrêt, c'est d'avoir un interlocuteur privilégié pour les accompagner dans cette démarche, pour un retour à l'emploi en effet. Et justement, nous, par cette information, on essaie d'assurer la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper avant cette rupture. Donc là, pour ce faire, je vous ai mis le lien Amélie pour la partie entreprise salariée. Donc, c'est un lien qui est très clair, qui reprend les différents dispositifs que nous allons voir également. Donc, le public concerné en tant que salarié, donc forcément, ça va être dans une problématique de santé. En arrêt de travail, comme je l'ai précisé, ça peut être de la maladie, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Il faut que le salarié soit assujetti à un contrat de travail, forcément. Forcément, en étant en arrêt maladie, c'est-à-dire qu'il a une activité salariée, donc il a cotisé. Et justement, pour qu'on puisse faire face à ce risque, à la reprise de travail dans les meilleures conditions, donc par rapport à ce public-là, c'est là que le service social intervient avec différents dispositifs. Et justement, ces dispositifs se font par rapport à certains signalements et on va venir justement sur ce principe de la PDP, connaître leur mode de fonctionnement pour détecter ces cas-là. Donc, par rapport à ces principes de la PDP, donc, le fait d'anticiper, il faut vraiment une détection précoce du risque. Ce n'est pas forcément simple, mais justement, le service social travaille par le biais de requêtes. Également par le biais de signalements auprès de l'échelon local du service médical. Ce qu'il faut savoir, c'est que les avis d'arrêt de travail sont soumis au secret professionnel, malgré qu'ils se trouvent dans les locaux de l'assurance maladie. Nous, un salarié, on aura juste uniquement des dates d'arrêt, mais par contre, le service médical va étudier chaque avis d'arrêt de travail, savoir s'il est justifié ou non. Après, en fonction de la durée, il y a des contrôles qui se font. Et c'est dans ces cas-là que, là, par contre, conjointement avec le service social, il y a des signalements. Et à ce moment-là, en effet, il y a une orientation auprès de différents partenaires. Après, ça peut aussi être une demande à l'initiative de l'assuré. Ça peut être l'assuré aussi qui peut solliciter notre service médical pour faire un point sur sa situation. Après, une fois que cette détection est précoce, en effet, il y a le fameux signalement au service médical et également avec les partenaires tels que le service de santé au travail, qui est un acteur incontournable de toute manière. Et à ce moment-là, il y a une phase de diagnostic qui est faite, donc une évaluation médicale. Il y a une construction donc contractualisée avec l'assuré. C'est là qu'avec différents partenaires tels que le SAMET, avant ça s'appelait le SAMET, maintenant c'est Cap Emploi,
Et une fois que cette phase de diagnostic est faite, c'est là qu'il y a un accompagnement très précis. Et cet accompagnement, donc forcément, il y a une mobilisation de l'assuré, des différents partenaires et des différents dispositifs, ceux que nous allons voir après. Donc justement, par rapport à ces différents dispositifs, par rapport à cette aide de retour à l'emploi, donc là, on vous en a listé les principaux, tels que la visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise peut être demandée par le salarié pendant son arrêt de travail. Il s'agit d'un examen donc, qui est effectué par le médecin du travail, donc le service de santé au travail, pour aider le salarié à reprendre son emploi ou un emploi compatible avec sa situation. Parce que le but, ce n'est pas non plus qu'il reparte dans les mêmes travers de problématiques de santé. Le but, c'est qu'il y ait une mobilisation pour voir où est-ce qu'on peut le reclasser. Ou bien, tout simplement, effectuer un bilan de compétences, de formation professionnelle. Parce que le risque, souvent, ne peut pas toujours être physique. Il y a peut-être d'autres situations en interne qui nécessitent aussi peut-être un reclassement ailleurs à un autre poste pour qu'il puisse mieux vivre peut-être sa situation. Après, il y a aussi l'essai encadré. Donc, l'essai encadré permet donc aux salariés, toujours en arrêt de travail, donc de tester sa capacité à reprendre son poste, d'autant plus que cet essai encadré avant était sur 3 jours, c'était quand même un délai qui était très court, c'est-à-dire que l'assuré, malgré qu'il soit en arrêt de travail, pouvait tester ses compétences sur un autre poste. Là, maintenant, ça a évolué sur 14 jours. Donc là, 14 jours, on a quand même une visibilité qui est quand même plus claire pour voir ses appétences à un autre poste de travail en fonction de sa situation physique. Après, il y a le contrat de rééducation professionnelle entreprise, et donc le CRPE, donc qui permet aux salariés reconnus travailleurs handicapés et en arrêt de travail de bénéficier également de formation et réussir une nouvelle intégration dans l'entreprise. Donc là, après, il y a aussi un financement spécifique, mais là, après, c'est le service social qui est spécialiste en la matière qui pourra vous donner ce type de renseignements. Et pour finir, il y a le temps partiel thérapeutique. Donc là, le temps partiel thérapeutique, ça, c'est les médecins qui le prescrivent. Donc avant, il fallait un avis d'arrêt de travail à temps complet. Maintenant, ce n'est plus le cas. Dès le départ, un salarié peut reprendre progressivement le travail à mi-temps. Après, quand on parle de temps partiel thérapeutique, ça ne veut pas forcément dire 50-50 au niveau du temps de travail. Ça peut être 60% du temps, 40% du temps. Donc ça, après, c'est en lien avec l'entreprise, c'est une organisation interne. Mais en effet, c'est sur prescription médicale. Donc là, en effet, par rapport à cette PDP, donc la prévention de la désinsertion professionnelle, en effet, aujourd'hui, l'assurance maladie a les moyens de lister les entreprises qui ont un certain nombre d'avis d'arrêt de travail, de longue durée. Vous, aujourd'hui, cette information vous permet d'anticiper. C'est de se dire, oh là là, là, vous avez un cas qui est alerte, de se dire, l'assurance maladie a les moyens d'agir sur ces cas-là grâce au service social et différents acteurs, tout simplement. Oui, ça prend. C'est sûr que nous, au niveau pratique, moi je le vois au niveau du service juridique et social, c'est que on se retrouve avec des arrêts de travail qui sont quelquefois renouvelés jusqu'à 1 an, voire 2 ans. On se retrouve au bout de 2 ans avec la CPM qui va alerter qu'il n'y aura plus d'indemnisation, ce qui va générer la fameuse visite de reprise, mais au bout quelquefois de 2 ans, qui va aboutir à un certificat d'inaptitude médicale par la médecine du travail. Donc finalement, j'allais dire, l'employeur aura perdu 1 an ou 2 ans en ne sachant pas trop l'avenir du salarié au sein de la structure. Donc, ça peut permettre d'anticiper, comme vous le disiez, le traitement. Oui, tout à fait. Et également, même psychologiquement, pour le salarié, d'être licencié pour inaptitude, ce n'est pas forcément toujours simple à vivre. Mais serait-ce que ce cheminement, comme vous dites, pendant 1 an, 2 ans, ça permet, même si les démarches peuvent prendre du temps, au moins de se dire que derrière, l'entreprise s'est donné les moyens avec différents acteurs. Même si les démarches aboutissent ou aboutissent pas, c'est de se dire aujourd'hui, le salarié, il saura sa situation à l'instant T, ce qu'il peut faire ou ne pas faire.
et au moins il y a une mobilisation, au moins il y a des choses qui ont été faites. Et là, l'information, le salarié n'est pas toujours au courant de tous ses droits. Et là, l'entreprise, le fait qu'on vienne au devant grâce à cette réunion, permet d'anticiper ces situations, tout simplement. Alors, il y avait aussi ce mécanisme était un petit peu mis en place aussi. J'avais eu l'occasion, moi, d'en échanger avec le SST BTP. Vous avez des relations entre vous ou c'est indépendant? Comment ça se passe? Parce qu'ils ont un peu le même système. C'est aussi d'accompagner le salarié dans le cadre de signalement par l'entreprise, notamment par l'employeur, de cas pour étudier un petit peu la même chose. Comment ça se passe? C'est complètement indépendant entre vos structures, je suppose, Après, là, sur c'est au l'un sur niveau l'autre? médical. Après, au niveau du service de santé au travail, c'est sûr et certain qu'ils ont un lien. Après, de par le fait de ma fonction de délégué relations entreprises, justement, c'est des informations comme ce que nous faisons actuellement avec vous, la CAPEB, à développer, au Mhm. contraire. Mhm. Et D'accord. avec le service social, parce que normalement, c'est le service social qui se charge de mener à bien ces actions. Et au contraire, il faut qu'on aille au devant et qu'on continue à nouer ce type de partenariat, ce type de réunion d'information. Mais sur le service de santé au travail, ils sont déjà acteurs à ce niveau-là. Mhm. Et justement, les champs d'intervention au niveau du service social se font par le biais de permanences téléphoniques, à domicile. Ils ont une équipe d'assistantes sociales diplômées d'État et justement qui font des permanences dans différents secteurs de l'Aube. Et justement, par rapport à ce type de signalement et qui peuvent être amenés aussi vers son salarié à véhiculer cette information de PDP. Ça se fait déjà pour éviter la rupture professionnelle, la rupture aussi financière par rapport aux indemnités journalières, parce que tout salarié n'a pas forcément de convention collective avec un maintien de salaire aussi. Oui, c'est sûr. Il y a une réalité qui est là. Ce n'est pas le cas dans le bâtiment, mais bon, après, c'est vrai que… Autant pour vous, autant pour vous. Donc là, je vais laisser la main à ma collègue cette fois qui va parler de la PDP, mais versant travailleurs indépendants. Voilà. Merci, c'est tout. Oui. Donc, concernant la prévention de la désinsertion professionnelle pour les travailleurs indépendants, donc c'est donc l'offre de service, donc elle est étendue aussi aux travailleurs indépendants, sachant que l'assurance maladie gère les travailleurs indépendants, donc l'ensemble des travailleurs indépendants, donc depuis le 1er janvier 2020. Donc, cette offre de service est en cours de déploiement au sein de la CEPAM de l'Aube. Donc, l'objectif de ce parcours, c'est de favoriser la reprise d'activité des travailleurs indépendants qui sont en arrêt de travail dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit donc pour l'assurance maladie de détecter de façon précoce les travailleurs indépendants qui risquent, du fait de leur possible inaptitude, de ne pas pouvoir reprendre leur ancienne activité professionnelle et de leur proposer un accompagnement médico-socio-professionnel durant leur arrêt de travail. Donc, comme pour un salarié, cet accompagnement permet d'évaluer les capacités du travailleur indépendant à reprendre une activité professionnelle et de mettre en place, si besoin, des dispositifs adaptés d'aménagement de poste, de mesures de remobilisation, d'une réorientation professionnelle. Donc, comment bénéficier de cet accompagnement? Donc, il y a 2 possibilités. Soit le service social de l'assurance maladie propose une offre de services attentionnés aux travailleurs indépendants en arrêt de travail et ayant un risque de désinsertion professionnelle. Soit c'est à l'initiative du travailleur indépendant qui en fait la demande, soit par son compte Amélie, en passant par la rubrique Ma messagerie, soit en appelant directement le service social de l'assurance maladie en composant donc le 36 46. Donc, comment ça marche? Donc, le service social de l'assurance maladie prend contact avec le travailleur indépendant qui est en arrêt de travail, une fois identifié comme présentant un risque de désinsertion professionnelle. Le travailleur indépendant, s'il le souhaite, bénéficiera d'un accompagnement par un assistant du service social qui lui proposera la mise en place d'un plan d'accompagnement afin de faciliter sa reprise d'activité professionnelle.
Donc, en l'accompagnant vers les actions à engager durant son arrêt de travail et en l'informant sur les dispositifs existants, bilan de compétences, formation, adaptation ou aménagement du poste de travail, essai d'un autre poste ou emploi, reclassement professionnel. Donc, il existe différents types de dispositifs. Donc, contrairement aux salariés, il n'existe pas de médecine du travail pour les travailleurs indépendants. Donc, le service social orientera le travailleur indépendant vers un partenaire de consultation médico-professionnelle. Donc, cette consultation, elle permet l'évaluation des capacités professionnelles et le suivi du parcours du travailleur indépendant. Ça permet aussi de compléter l'accompagnement du service social de l'assurance maladie. Des consultations complémentaires pourront être proposées pour assurer le suivi de l'assuré. Le partenaire de consultation médico-professionnelle pourra préconiser, si besoin, des examens complémentaires en orientant le travailleur indépendant vers son médecin traitant. Donc là, on est aux objectifs. Donc la slide d'après. Voilà. Donc, au niveau des objectifs de cette première consultation, donc, elle permet de vérifier l'aptitude à un poste ou à un secteur d'activité, d'identifier les possibilités d'activité réelles et les restrictions de capacité professionnelle, d'identifier les conditions de travail favorables au regard de la santé de l'indépendant et de repérer les contre-indications dans l'exercice professionnel. Oui, ce qui est le rôle de la médecine du travail pour les salariés, en fait. Voilà, tout à fait. Donc là, hein, c'est vrai que c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui est en train de se construire au niveau donc, de l'assurance maladie, du service social. Donc, si vous avez des interrogations, donc là, il y a un lien qui a été mis en place avec toutes les informations qu'on peut retrouver sur le site amélie.fr. Il y a aussi les coordonnées de la responsable du service social. Donc, vous pouvez la contacter par mail ou par téléphone. Ouais, ben, Donc, c'est vrai que là, on vous a fait un point par rapport à l'actualité Covid. On a refait le point sur la partie avis d'arrêt de travail, les démarches, le suivi du dossier, ce qui peut être très important parce qu'en tant qu'employeur, vous êtes souvent face à vos salariés par rapport au règlement des indemnités qui est très important pour eux. On a continué toujours dans une forme de cohérence par rapport après à cette durée d'avis d'arrêt de travail, parce que ce n'est pas tout de faire des démarches. Ce qu'en découle derrière, c'est que quand c'est un arrêt de travail de courte durée, tant mieux. Après, quand la situation perdure, là, c'est autre chose. Donc, c'est pas de se retrouver face à des blocages par rapport à ce type de situation. On n'arrive pas avec notre caisse à outils au niveau de l'assurance maladie. Au contraire, là, on vous donne aussi les moyens derrière d'être acteur vis-à-vis de vos salariés, leur donner une information. Donc, il est vrai qu'on remercie M. Chauveau, grâce à cette intervention, de pouvoir vous délivrer des outils, on va dire, pour vous faciliter vos démarches avec vos salariés au quotidien. c'est un peu notre rôle, parce que c'est vrai que beaucoup de dispositifs existent, mais encore faut-il en avoir connaissance. Tout à C'est un fait, petit tout peu à aussi fait. notre rôle de mettre en relation. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent être posées. J'en profite pour indiquer que le prochain café juridique, alors sous forme de web café, aura lieu donc vendredi 30 avril 2021, que la CPAM s'est proposé d'animer en complément de celui de ce jour. Donc, je les en remercie aussi par avance, et qui sera consacré au thème des accidents de travail. Donc, très important aussi et très large. Alors, pour répondre plus précisément aux interrogations pratiques à ce sujet, puisqu'il y a de nombreuses facettes entre les formalités, la dématérialisation, la déclaration, les réserves à faire valoir quelquefois sur le caractère professionnel d'un accident de travail, éventuellement les modalités de recours. Je vous propose de me transmettre vos questions plutôt à mon adresse directe juridique@capep10.fr
afin de pouvoir préparer une intervention sur mesure. Voilà, donc ça c'est le petit… je voulais quand même préciser qu'il y aura un deuxième grand volet que vous allez présenter le mois prochain. Et puis, dans le cadre de ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que pour moi, la présentation était très claire, très pratique aussi parce qu'elle permet de donner des liens et d'avoir sur un même support beaucoup de références. Donc, c'est un peu ce qu'on attend. Et Merci. je vous en remercie Et nous aussi. Merci. d'avoir mobilisé votre temps pour nous, et puis pour tous nos adhérents. Bon, bah écoutez, a priori, on n'a pas de questions. Un vrai plaisir d'avoir fait ce webinaire avec Eh vous. ben, c'était réciproque, on n'a pas eu de problème technique ni rien, donc c'est très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier une dernière fois, et puis donc à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir À à très tous, au bientôt. revoir à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est excellent. À droite, là-bas.